Et oui, dans le 11-12, c'est le moment de retrouver le dossier avec Éric Aubin. Bienvenue Éric. Bonjour. Derrière ce micro, je rappelle que vous êtes chargé de communication à l'association UFC Que Choisir Saint-Malo et ses environs. C'est important. Alors c'est vrai que dans cette chronique, en fait, on va faire une synthèse des principaux sujets que vous avez parcourus avec nous depuis janvier, et il y en a eu. Et il y en a eu beaucoup. Si je vous dis par exemple cybermalveillance, qu'est-ce qui est important d'avoir en tête lorsqu'on évoque ce sujet en fait? Alors la cybermalveillance, pour moi, ça évoque directement la protection de nos données personnelles, parce que c'est à partir de là que s'exerce la cybermalveillance. Donc si on part sur la protection des données personnelles, je rappelle que nous ne sommes pas une data, nous ne sommes pas une information, et qu'on communique presque malgré nous beaucoup de choses sur Internet, énormément de choses. Ne serait-ce que quand on fait un enregistrement, on va mettre notre nom, notre prénom, notre date de naissance, etc. Et il faut bien savoir que toutes ces données vont être collectées, qu'elles vont être monnayées, et plus je vais être un consommateur en ligne, plus je vais donner d'informations, plus on va savoir mes habitudes de consommation. Je vais peut-être aussi avoir activé la géolocalisation sur mon téléphone. Du coup, on sait où je vais, quand je vais, qu'est-ce que je fais. Et tout ça, évidemment, ça se revend. C'est une richesse. On dit que c'est l'or noir du 21e siècle. Ce sont des données qui se produisent en permanence. Et donc, on doit les surveiller. Pourquoi est-ce qu'on doit les surveiller et comment faire? Alors, pourquoi les surveiller? Parce que on ne doit pas dire tout et n'importe quoi sur moi. Je ne suis pas une data. Alors, si je vais sur le site www.je-ne-suis-pas-une-data.fr, qui est le site créé par l'UFC Que Choisir pour justement avoir un accès à nos données personnelles, en plus d'un certain nombre de conseils, à ce moment-là, je vais pouvoir savoir ce qui se dit sur moi, dans ce que j'ai mis peut-être sur Facebook, LinkedIn et autres. Je vais pouvoir corriger les choses, je vais pouvoir demander des suppressions d'un certain nombre d'éléments, et à partir de là, je fais un petit peu le tri, un petit peu le ménage sur ce qui me paraît essentiel, essentiel à connaître pour les autres. Qu'est-ce que les autres ont besoin de savoir? Une fois que j'ai fait ça, je vais mieux. Néanmoins, si je ne l'ai pas fait, alors mes données personnelles vont être relayées, vont être complétées, vont être monnayées. À partir du moment où mes données personnelles sont connues, eh bien, je serai peut-être démarché téléphoniquement par quelqu'un qui me donnera un certain nombre d'éléments, comme mon numéro de sécurité sociale ou peut-être mon numéro de compte bancaire, qui se fera peut-être passer pour mon conseiller bancaire, qui va me dire qu'il y a peut-être une opération frauduleuse en cours sur mon compte et qu'il faudrait que je fasse attention. Et à ce titre, alors c'est quand même une opération de 750 €. Donc est-ce que vous voulez l'annuler? Évidemment, je vais dire oui. Mais je suis en confiance, je pense vraiment avoir mon conseiller bancaire, il a ma date de naissance, il a tout plein d'informations sur moi. Puis en fait, typiquement, l'arnaque, c'est que en fait, les 750 €, ils sont déjà presque dépensés sur une plateforme par l'arnaqueur, qui va dire, écoutez, moi, votre conseiller bancaire, je vais supprimer l'opération. Vous allez recevoir un code parce que c'est une mesure de sécurité. Vous allez recevoir le code sur votre téléphone. Vous me communiquerez votre code. Hop, quelques minutes plus tard, vous avez un code par SMS. Vous lui donnez le code et lui utilisera ce code pour faire son achat de 750 € que vous avez validé sur Internet. Ouais. Alors, ça joue aussi sur l'effet de surprise, la sidération. La menace n'est pas loin aussi. Alors la menace, si on fait pas, c'est ça. Si on fait pas les choses, il joue sur l'urgence et la crainte. Donc, clairement, c'est ça. J'ai une urgence, il y a 750 €, je crains de les perdre. Donc forcément, je vais avancer. Et alors parfois, j'y pensais tout à l'heure, on se dit non, mais bon, ça arrive qu'aux autres. Ils sont quand même un peu légers, les gens. Ils se laissent embobiner, ils se laissent embarquer dans des trucs. C'est toujours facile de refaire le film après. En réalité, il suffit d'être un petit peu soucieux. On a un mauvais passage dans sa vie. On n'est pas au top de sa forme. On peut être arnaqué. Et si on refaisait le film après, on se dirait mais comment j'ai pu tomber là-dedans? On est tous, vous, moi compris, sujets à pouvoir faire l'objet de cybermalveillance. Donc vigilance. Absolument. Éric Aubin, le démarchage téléphonique. Alors là aussi, normalement, c'est encadré cette pratique-là. Alors c'est encadré depuis janvier 2023. Maintenant, on ne peut plus vous téléphoner à n'importe quelle heure. Donc à partir de 18 h le soir, c'est exclu. 18 ou 20 h. Bref, le soir, c'est exclu. Les week-ends, c'est exclu. Et maintenant, les numéros qui commencent par un 06 ou 07, les numéros de téléphone mobile sont exclus aussi. C'est-à-dire que les démarcheurs téléphoniques ne peuvent plus utiliser des numéros mobiles pour
vous appelez ou vous envoyez des SMS. Ça réduit considérablement les choses. Allez sur Internet, vous verrez qu'il y a des numéros en 01 61, 01 62, etc. qui sont dédiés au démarchage. Et comme vous n'avez pas envie de vous faire démarcher téléphoniquement, comme je dirais 100% des Français, j'en connais pas qui ont envie, et ben vous pouvez effectivement charger une application ou bien demander à bloquer tous les numéros Blocktel qui commencent. Alors, Blocktel, mais c'est autre chose. Là, c'est sur votre téléphone mobile, oui, vous pouvez bloquer tout ce qui commence par 01 61, par exemple. Maintenant, Blocktel, vous avez raison d'en parler. Blocktel, on dit ça marche pas. Alors, Blocktel, c'est quoi? C'est un annuaire sur lequel je mets tous mes numéros sur lesquels je ne souhaite pas être démarché. Maintenant, une société qui veut faire du démarchage téléphonique devra purger tout son fichier de tous les numéros enregistrés sur Blocktel. Voilà. Donc c'est important déjà d'être enregistré sur Blocktel parce que les bons acteurs qui font cette purge de numéros vont effectivement vous ficher la paix, pour rester poli. Maintenant, ce qui est important, c'est que beaucoup de personnes disent « Ouais, mais bon, Blocktel, ça marche pas. » Ok, il y a toujours des sociétés ou des prestataires ou des margoulins qui vont contourner ça, qui vont vous téléphoner, évidemment. C'est pas pour autant que Blocktel marche pas. Mais surtout, retenez que si vous avez enregistré votre numéro sur Blocktel et que vous êtes démarché sur ce numéro, et si vous avez souscrit un contrat ou pris une prestation, elle est nulle si vous décidez qu'elle est nulle. C'est-à-dire qu'elle n'a juridiquement aucune valeur puisque vous aviez demandé à ne pas être contacté. Donc Blocktel, c'est loin d'être inutile, en tout cas juridiquement. On va parler, Eric Aubin, maintenant des recours auprès des banques en cas de piratage de son compte. Alors, je me suis fait pirater ma carte, ou je me suis fait pirater mon compte, il y a eu un débit sur mon compte, ou bien peut-être qu'un prestataire a juste encaissé l'argent, m'a jamais envoyé le produit, ou bien voilà. Il peut y avoir plusieurs choses. Donc là, si on est vraiment sur le débit de ma carte ou de mon compte non autorisé, ça vient pas de mon fait. À ce moment-là, eh bien, je vais avoir la possibilité de contacter ma banque pour lui demander de supprimer l'opération. Et la banque, faut pas oublier qu'une banque, c'est un commerçant. Alors, j'ai rien contre les banques, elles font très bien leur métier, on en a besoin, c'est indispensable, mais il faut pas oublier qu'elles gèrent votre argent moyenne en finance et qu'elles aiment pas en perdre. Alors, c'est sûr que si vous venez en disant « Oui, je me suis fait avoir, il y a eu un débit de... » On va garder les 750 € sur ma carte, mais c'est pas moi qui l'ai fait. On va dire « Ah ben oui, mais bon, oui, mais vous avez donné votre numéro de carte quelque part, c'est de votre faute. Vous avez peut-être même mis les 3 codes, les 3 chiffres au dos de la carte, c'est de votre faute. On ne peut rien faire. » Alors vous allez insister parce que vous savez qu'ils peuvent faire quelque chose. Ils vont dire, bon, alors on va mener une enquête. Ouais, c'est ça. En fait, c'est pas à la banque de mener l'enquête, c'est pas à la banque de vous refuser de recréditer votre compte. Elle aura le droit de déduire, de retirer une toute petite somme entre 50 et 150 €. Voilà, parce que c'est au titre du préjudice, j'imagine, mais tout le reste, elle doit vous les rembourser. Et elle doit vous les rembourser sous 30 jours. Et elle n'a pas le droit de chercher des excuses pour dire « Ah mais non, mais puisque vous avez donné le code, on n'y peut rien. » Si, c'est un moyen de paiement qui appartient à la banque. Vous n'avez pas donné votre code, pardon. La seule raison qu'ils pourraient refuser, c'est s'ils peuvent, c'est donc à eux de prouver que soit l'opération, c'est vous qui l'avez faite et que vous essayez de les entourlouper, soit que vous avez été négligent. Voilà. Si vous n'avez pas été négligent, parce que simplement vous avez mis un jour, vous avez fait un paiement sur Internet, c'est pas de la négligence. Voilà. Donc, il faut savoir que les banques n'aiment pas ça. L'UFC Que Choisir a déposé plainte contre 12 banques, dont des groupes français, parce que justement, elles ne respectaient pas les lois mises qui les obligent, mises à la disposition du consommateur, qui les obligent à rembourser. C'est dit. Quid de la gestion de l'énergie ? Alors, gestion de l'énergie, sujet dont on avait parlé, qui était très intéressant. Il faut savoir que c'est un sujet qui est récurrent. L'énergie ne va pas en diminuant. On sait que c'est un des soucis qu'on a aujourd'hui. Il faut vraiment être vigilant. Il y a certaines choses qu'on peut faire. Par exemple, vous savez, on a tous des boîtiers, des racks sur lesquels on met les prises. Et puis, il y a un disjoncteur. Mettez sur ces racks les chargeurs que vous avez pour pas qu'ils chargent rien
parce que souvent on a retiré le téléphone, donc mais on n'a pas retiré la prise, et ça consomme. C'est idiot, mais ça consomme. Donc vous mettez tout au chargeur sur le rack, et ce que vous ne chargez pas, et vous appuyez sur le bouton quand vous n'en avez pas besoin pendant la nuit ou pendant la journée. C'est aussi simple que ça, mais ça permet de faire des économies. On va regarder les économies sur le gros électroménager. Regardez pas trop la télé, Internet, la box, ça consomme pas grand-chose. C'est plutôt le gros électroménager, le frigo, les machines à laver, ça consomme. Donc il faut être effectivement vigilant à essayer d'être raisonné quant à son utilisation. Et puis en termes d'énergie, regardez votre compteur. C'est peut-être que vous avez souscrit à un moment donné, pour une raison ou pour une autre, 8 kWh, une puissance de 8 kWh, alors que vous auriez besoin que de 6 kWh. Donc voilà, regardez un certain nombre de choses qui sont simples, qui permettent de vraiment réduire la facture énergétique, et puis en même temps ça fait du bien à l'environnement. Et vous avez, si vous avez un compteur Linky, vous savez que vous pouvez, en faisant défiler les menus, vous pouvez savoir quel est le pic, le nombre maximum de kilowattheures que vous avez pu utiliser dans les derniers mois. Donc, si mon pic c'est 5,5, je n'ai pas besoin d'avoir un abonnement de plus de 6 kW. Voilà. Parce qu'après, il y a des mensualités qui vont être élevées exactement. Dans un contexte encore d'inflation. Hein. Exactement. Ouais. Maintenant, les produits reconditionnés. Produits reconditionnés. Ah, c'est intéressant, j'ai une expérience dont il faut que je vous fasse face avec ce téléphone. Produits reconditionnés, alors très intéressant parce que ça protège la planète. En fait, il faut savoir que à chaque fois qu'on fabrique un nouveau téléphone, par exemple, si on parle des téléphones, chaque fois qu'on va en fabriquer un, ça va être 90 kilos de matières premières qui vont être utilisées à peu près. Ça va être, c'est très énergivore. C'est beaucoup de destruction, d'utilisation, et ça coûte cher. Un téléphone reconditionné, ça présente un énorme avantage, c'est qu'il est remis à neuf, quasiment. Alors il peut y avoir des petites micro-rayures d'accord, ok, il peut y avoir des soucis cosmétiques, peut-être que la batterie n'est pas à 100%, elle est peut-être à 85 ou 90%, mais c'est pas grave. Vous avez un téléphone qui est fonctionnel, qui marche, et vous allez pouvoir, et qui a été révisé, chose très importante. Et ça, c'est encadré par la loi, tout le monde ne peut pas dire qu'il est reconditionneur. Et vraiment, ça marche très très bien. Ça marche aussi bien que le neuf. Alors, faites attention, parce que parfois, il y a des produits reconditionnés, on l'avait vu, on en avait ri, qui sont plus chers que le produit neuf. Voilà, donc il faut regarder, il faut faire des comparatifs. Voilà. Et je voudrais donner un bon tuyau à nos auditeurs. Qu'est-ce qu'on fait d'un téléphone au bout du compte? Soit on se le fait piquer, soit on le casse, soit il devient obsolète. Grosso modo, c'est la vie d'un téléphone. Il y en a qui l'ont oublié sur la plage alors que la marée montait aussi. Je le dis parce qu'on est en bord de mer. Ça peut on peut le faire tomber sur les des remparts ou sur les pavés à Saint-Malo, entre autres. S'il n'est pas récent, il va se noyer. Voilà. En fait, il est appelé... On a tous dans nos tiroirs des vieux téléphones, je suis sûr. Je confirme. Et à un moment donné, je me suis dit, mais pourquoi? Je devais changer de téléphone et je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je vais en acheter un, même reconditionné? Pourquoi je vais être propriétaire de quoi? Je vais être propriétaire d'un truc qui va être que je vais perdre, soit qui va être obsolète dans quelques années. Du coup, est-ce que ça existe, la location? J'ai regardé et ça existe. Et donc ce téléphone, c'est un iPhone 13, donc quasiment dernière génération. Je le loue pour 30 € par mois. Dans un an, je passerai à l'iPhone 14, toujours pour 30 € par mois. C'est un téléphone reconditionné. Il est garanti. On me l'a livré avec la protection d'écran, avec la coque, avec tous les accessoires. Je paye 30 € par mois. Et bien finalement, le principe de mensualité me va beaucoup mieux, parce que dans un an, j'aurai un iPhone 14 et finalement, j'aurai payé 360 € pour avoir un iPhone 13. Et ben, je trouve ça vachement intéressant. Bah oui. Et c'est du reconditionné. Et puis finalement, à quoi ça sert d'être propriétaire? On peut se demander. Donc voilà, on fait du bien à la planète et il y a des très très bons sites. Comparez un peu les sites. Donc c'est un changement de mentalité quand même auquel vous nous invitez un petit peu, Eric Aubin. C'est-à-dire pas être possesseur ad vitam aeternam d'un bien en disant voilà, il va être après dans la commode, dans un tiroir. Oui, et puis alors il faut le rendre parce qu'il y a des métaux rares. Enfin, il y a des c'est énergivore. Hein. Oui, et puis donc si j'en ai un vieux, il faut mieux que je le redonne parce qu'on va pouvoir extraire, on va pouvoir retrouver les terres rares, enfin des éléments précieux à l'intérieur. Alors moi, ça me servira à rien, mais au moins j'aide quelque chose. Mais à quoi ça sert d'être propriétaire d'un téléphone? Et quand on voit des fois les conditions dans lesquelles les personnes travaillent pour aller extraire les matières premières des smartphones, ça fait l'objet de documentaires, de reportages que j'invite les auditrices et auditeurs à aller retrouver. Absolument. C'est quand même, ça laisse, parce que des fois il y a des personnes qui sont englouties en fait dans les cavités.
On en voit des fois même des enfants ou des personnes, et puis malheureusement il y en a qui meurent dans l'exercice du travail. C'était juste une parenthèse sur les conditions. Ça existe. Alors, quelque chose qui est arrivé à un de nos collaborateurs il n'y a pas longtemps à la radio, David, une tentative d'arnaque. Vous souhaitiez en parler parce que vous lui avez donné un petit coup de main. Il en a parlé avec vous récemment. Ouais, j'ai trouvé ça extraordinaire. Et vraiment, les arnaqueurs sont vraiment de plus en plus fins et de plus en plus malins. Ce qui se passe pour David, c'est qu'il a un chauffage électrique qui est sur le Bon Coin. Depuis un moment, pas beaucoup de touches, aucune touche d'ailleurs. Et tout d'un coup, il y a quelqu'un qui se signale, qui dit « Tiens, mais votre chauffage m'intéresse, est-ce que vous pourriez prendre des photos sous des angles différents ?» Donc vraiment, une personne, on se dit oh, « Attends, j'ai une touche, j'en ai pas eu jusque-là, super, je vais essayer de solidifier le truc. » Donc David envoie les photos. Par SMS, ça tout se passe par texto, il donne les photos, la personne communique en disant ouais ça m'intéresse, voilà, très bien. Et finalement la personne lui dit bon bah écoutez ok, toujours par texto, je vais l'acheter, ok, donc on fait comme d'habitude, on procède au virement. Alors pour procéder au virement, voilà, c'est la nouvelle méthode sur le Bon Coin, c'est que vous cliquez sur tel lien qui est lebon-coin.fr. Donc c'est pas le site du Bon Coin. Alors déjà, il faut bien vérifier. Le Bon Coin, c'est le Bon Coin tout attaché. Donc. Et là, David commence à se dire, tiens, c'est un peu louche, c'est quoi cette histoire de virement, c'est bizarre. Donc finalement, il résiste un petit peu, il dit non, mais écoutez, puisque c'est votre neveu qui doit venir chercher mon chauffage, quand même, on n'en a pas pour 100 €, donc le mieux, c'est qu'il me paye en liquide. Et donc la personne commence à insister un petit peu. Bon, je vous la fais courte, jusqu'à ce que David dise non, mais attendez, parce qu'il se rend compte que c'est pas bon. Il dit non, ok, on arrête là. Et la personne le menace. Derrière, ce que je trouve extraordinaire. J'engage une procédure. J'engage une procédure. Vous avez commencé, vous m'avez donné votre accord. Vous avez commencé à remplir le dossier. Je vais porter plainte. Voilà. Bon. David n'a pas peur de ça, il a bloqué la personne. On a essayé de rappeler les 2 numéros d'une Sylvie, je ne sais plus quoi, intéressants, des numéros qui ne répondent pas, évidemment, c'est des numéros provisoires qui sont juste utilisés pour l'arnaque. C'est intéressant parce que des personnes, encore une fois, tout le monde peut se faire avoir. Vous avez un bien, vous n'arrivez pas à le vendre, vous avez une touche, l'arnaqueur est suffisamment fin pour vous mettre en confiance, vous faire croire qu'il va l'acheter. Et derrière, vous risquez de passer, effectivement. Qu'est-ce qui se serait passé pour David ? Il aurait envoyé son argent et ses données personnelles sur un lien et sur un compte qui n'existait pas. Il n'aurait jamais eu personne... c'est pas lui qui payait, donc il aurait généré la transaction, il aurait donné ses données personnelles, et derrière, il se serait fait probablement piéger, et évidemment, la personne ne lui aurait jamais envoyé l'argent. Excusez-moi, j'ai inversé le mouvement. On a bien compris. Merci Eric Aubin pour les précisions. On va terminer avec cette information locale à la maison de quartier de Rocabé ce mardi 11 juillet à 15h30. Demain 15h30. Demain, on a une information effectivement sur les arnaques auprès des personnes les plus vulnérables, fragiles et vulnérables. J'en ai eu plusieurs en ligne. C'est assez impressionnant. Alors c'est souvent des personnes âgées, c'est souvent des personnes qui sont isolées un peu socialement, mais qui ont de l'argent, qui sont dans des beaux quartiers. Et là, il y a toute une démarche qui s'opère autour d'elles pour essayer de les mettre en confiance, se faire passer pour des associations qui gèrent les personnes, entre autres les personnes âgées, qui les aident. Et là, il y a une mise en confiance qui se fait. Je vous donne juste un exemple. Derrière la mise en confiance, j'ai fait parler, je suis l'arnaqueur, j'ai fait parler la personne, on a créé un lien finalement, je sais qu'elle est un petit peu dans les énergies et tout ça, je vais envoyer l'information à une diseuse de bonne aventure qui va téléphoner à Ginette, la personne fragile, et qui va lui dire oh Ginette, voilà, vous êtes formidable et on va parler. Alors je vous appelle depuis mon portable mais c'est pas pratique, est-ce que vous pouvez me rappeler sur tel numéro? Et le tel numéro est un numéro hyper surtaxé et Ginette aura une facture absolument démentielle à la fin du mois. Voilà, typiquement c'est un exemple, mais on en a plusieurs comme ça d'arnaques qui se font auprès des personnes âgées. On veut informer les proches, on veut informer les personnes âgées sur le fait qu'elles ont des recours et il faut qu'on leur donne tous les outils pour ça. Merci pour toutes les précisions Eric Aubin. On vous retrouve maintenant à la rentrée. Pour une prochaine chronique. Merci pour toutes ces lumières et c'est la fin de cette émission. Le 11-12